Bonjour et bienvenue dans le 56e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine encore avec mon ami Greg Dyser. Salut Pierre, comment ça va? Ça va bien et toi? Une Oui, ça émission va bien. un petit peu particulière. Peux-tu nous en dire plus, Greg, s'il te plaît, sur cette émission? Particulière, bah oui, parce qu'aujourd'hui on n'est pas dans une émission avec non spoiler, spoiler, parce qu'aujourd'hui on va traiter d'une œuvre qui s'appelle Banana Soul avec l'auteur qui est présent. Salut Mickaël. Ah, Meilleurs vœux. Bonne année. attends, on t'entend très mal, on a un petit problème de son là. Tu peux nous redire Moi, vous m'entendez là? Ah, Tout ça va va mieux, bien? Oui, voilà. Alors, Ah, bien sûr, ça a marché pendant les 30 minutes de test qu'on a fait avant. Il a fallu qu'il y ait un petit couac au début. c'est Michael, dis-nous tout. normal. Peux-tu te présenter à nos auditeurs, à nos personnes qui nous regardent? Mais bien sûr, tout à fait. Je me présente, je m'appelle Mickaël Saint-Lavie, je suis auteur et dessinateur de bande dessinée à plein temps depuis pas mal d'années, 2012 exactement. Et avant ça, j'ai une formation d'animateur. Donc, je suis passé par un bref passage par l'école des Gobelins. Et avant ça, je suis diplômé de l'école Émile Cole. Voilà. Donc je suis sorti en 2004. Voilà. Et donc bah, depuis tout ce temps, je suis passé par plusieurs studios de dessin animé, tout en travaillant la bande dessinée sur mes heures de chômage, en fait. Entre deux prods animés, j'ai dessiné mes premiers albums de cette façon. Donc ça rendait l'expérience plutôt agréable. Et puis en 2012, quand j'ai commencé à travailler sur la semaine, je me suis mis à plein temps sur la BD. Et depuis j'ai enchaîné les albums, San Antonio, tout un tas de choses pour des magazines, Spirou, Fluide Glacial. Et aujourd'hui, un projet qui me tient à cœur depuis quelques années, que j'ai dans mes tiroirs depuis pas mal de temps, Banana Soul, un hommage au shonen qui a tant bercé mon enfance. Voilà. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, nous on en profite pour se représenter à nouveau comme on le fait à chaque émission. Donc je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale et dans une équipe précédente de ma vie, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Et toi, Greg Dyser? écoute, je saisis la balle au bon pour te dire que je suis Greg Dyser, je suis auteur de bande dessinée qui était un peu endormi, mais je reprends le chemin de l'édition puisque le 22 mars sort le premier tome de ma première série, finalement, Cléo Super Sirène, avec Anthony Cala au scénario. Et donc, je suis aussi caricaturiste en événementiel. Voilà. Alors, je réagis tout de suite à ce que tu as dit tout à l'heure, Michael, et je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je connaissais pas ton parcours, et quand tu me dis je faisais de l'animation, moi, je suis pas du tout surpris pour le coup par rapport au découpage que j'ai pu retrouver dans Banana Soul, qui est un découpage très dynamique, et des fois, je me suis dit c'est presque du storyboard plus que de la BD parfois. Ouais, bah, c'est sûr que toutes ces années à bosser dans l'animation, à suer, à transpirer sur des mouvements, sur des layouts, même du chara-design, même d'une certaine façon, je pense que j'ai emmagasiné tout un savoir-faire, entre guillemets, je le dis en toute modestie, qui me permet aujourd'hui de travailler bah, le mouvement en bande dessinée de façon assez fluide. Et enfin, personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié énormément dans les BD et dans le manga en particulier. Et c'est une chose qui contrastait pas mal avec la bonne vieille BD franco-belge à papa, même si elle n'était pas figée loin de là, mais simplement avec le manga, on a eu, comment dire, on a vu arriver un dynamisme Mm. qui m'a marqué quand j'étais gamin, quoi. Enfin, Greg, je pense que Oui, 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 tu es, complètement. tu es de cette génération-là aussi, quoi. Bah, je suis de la génération qui a connu l'animé avant le manga et qui a Et redécouvert ouais. finalement l'objet source. C'est pour aller un peu plus loin dans ce que vous dites, au-delà de l'aspect storyboard, je trouve que enfin, ce que j'aime dans ton travail, c'est que on voit que tu as intégré un peu comme s'il y avait les focales en fait, comme si c'était filmé.
Je trouve que du point de vue de l'épaisseur de l'ancrage, tu vois, là, on voit la balle au premier plan, du point de vue des. Alors, bien sûr, il y a les lignes de fuite typiques du manga, mais pas que. Je trouve que tu en abuses pas dans le. Hein, il y a des moments Ouais. aussi figés. Il y a aussi les onomatopées. C'est Mhm. assez rare finalement de voir les onomatopées. Moi, je sais que j'ai découvert Banana Soul, le tome 1 au moment où je faisais mon album et mon éditrice elle me disait tu peux réduire un peu tes onomatopées alors que moi j'avais le tu vois j'ai aimé ça j'ai aimé et c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre. Moi je suis plus dans le jeunesse, du coup je comprends qu'il y ait eu une adaptation, mais voilà, moi c'est ça que j'ai aimé chez toi, c'est que il y a une vraie appropriation, parce que c'est pas seulement ce serait pas seulement une copie du code manga. Il y a une vraie appropriation par un auteur franco-belge de certains traits caractéristiques du manga. Et pour autant, on a aussi une œuvre. C'est pour ça que je disais de chez nous, bien de chez nous. Je trouve que t'as réalisé un beau mariage entre les deux. Ouais, non, mais c'est très sympa. Ben oui, enfin, on va développer un petit peu plus tard, mais c'est sûr Tu que peux y moi, aller, hein. Tu peux y aller, oui, oui. je serais bien incapable de dessiner comme un vrai mangaka, quoi. Je ne Mhm. suis pas japonais, c'est quelque chose que je répète assez souvent en interview ou aux gens qui me lisent. Simplement, bah voilà, mon dessin, il est comment, nourri d'autant d'influences japonaises que d'influences européennes. Malheureusement, très peu d'influences américaines. J'ai jamais lu de comics de ma vie, quasiment. Et voilà, et ce qu'il en ressort, ben, c'est toujours pareil, c'est que l'esthétique, c'est quelque chose, mais à la base, il y a une histoire, il y a quelque chose que j'avais sur le cœur depuis des années qui, je pense, m'a permis de construire des personnages assez forts. Mhm. Et là-dessus, j'ai gardé l'esthétique manga qui m'a toujours plu, ce noir et blanc, ces quelques niveaux de gris. Après, moi, ce qui me plaît aussi, c'est de pas me cacher derrière du cache-misère Mhm. esthétiquement, tu vois, des trames, des petits machins. Effectivement, il y a de la ligne de vitesse, il y a quelques effets, mais je voulais que le dessin, la ligne, elle soit claire, tu vois, que j'ai pas à me cacher derrière des ombres ou des petits effets qui embellissent la page et puis qui maquillent un dessin qui est pas toujours très solide. Moi, j'aime ça, cette façon de mettre à nu, de me mettre à nu graphiquement, tu vois. Mhm. Je pourrais nourrir les dessins avec plein de petits effets graphiques qu'on retrouve dans le manga, dans la BD, un peu de partout. Oui. Mais j'aime garder cet effet, cette simplicité, Oui, le fait parce que d'aller à l'essentiel. je suis en train de feuilleter et c'est vrai qu'on est dans du niveau de gris. Il n'y a pas de dégradé, par exemple. On est vraiment dans de l'aplat. Ouais, très peu, Euh, ouais. très peu. Ben, encore une fois, l'idée, c'est que moi, je crois en la ligne claire, tu vois. Je sais pas Mhm. bien travailler les noirs et blancs. Je connais mes limites quand je travaille en couleur. Mais par contre, quand je pose mes lignes, je veux qu'elles soient précises, dynamiques, tu vois. Je veux que la pose, elle parle d'elle-même et limite, tu vois, à terme, j'aimerais dessiner sans plus aucun effet, tu vois. D'accord. Et alors, je fais une petite parenthèse. Je suis un gros Ouais. fan du groupe américain NoFX. Et Ouais. récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, NoFX, ça veut dire pas d'effet, tu vois. Ok. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que je dessine avec de moins en moins de FX, quoi. Langage qui est propre au cinéma, hein. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans Et cette animation. c'est marrant parce que tu fais des. Là, je vais faire une blague nulle. Mais du coup, tu dis, tu découvres que t'aimes NoFX et justement pour le fait, peut-être inconsciemment parce que ça veut dire pas d'effet. Et Ouais. est-ce que c'est parce que tu t'appelles Sans la ville que ça se passe à la campagne et à la mer? Ou parce On que m'avait t'as pas pas envie de sorti dessiner? ça depuis le CM1 ou le Oh CM2. là là. Non mais en vrai, il y a aussi ça quoi. C'est la BD, elle se passe aussi dans des environnements très larges. Tu vois, Ah oui. il y a peu d'immeubles. Eh Je, oui, enfin, effectivement. je te, Bah, je là, te- Vas-y. je Ouais. te demande ça parce que moi j'ai fait une BD qui se passe sur une île déserte et je te promets que c'était quasiment pas un hasard quoi. J'avais envie de faire Eh oui. du rocher, tu vois. J'avais pas envie de faire Eh oui. des barres d'immeubles en fait. Bah, non, mais on va pas se mentir. La raison première, c'est que dessiner la campagne, ça va vite aussi, hein. Moi, comme t'es tout seul sur un tome de 200 pages, il faut trouver des moyens d'éviter de se perdre à chaque case Des stratégies, ouais. que ça devienne une souffrance, quoi. Et Et alors, puis non.
Et la campagne, comme tu le dis, moi je suis un petit campagnard, hein. Je viens du Beaujolais, à côté de Lyon, les champs, les vignes. Alors, je n'ai jamais habité près de la mer, mais par exemple, les paysages bretons sont des paysages qui me fascinent. Et puis voilà, qui ont aussi un rôle dans ce que je veux raconter. Mon personnage, il est dans ce petit monde un peu, ce petit village un petit peu Bon, idéalisé, tu vois. j'ai deux remarques à faire de mon petit point de vue de Ouais, néophyte. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, c'est toujours épuré, mais jamais vide. C'est ça qui est intéressant dans le design, que ce soit la campagne, comme tu disais, ou bien pendant les matchs. Et ouais. après, moi, il y a un truc qui m'a marqué surtout, c'est le découpage qui est je trouve qu'il est super bien rythmé parce que on peut passer d'une séquence à l'autre assez rapidement et en même temps, il y a vraiment une des dernières scènes, dernières pages, on va dire comme ça, du volume 2 où l'héroïne reçoit une nouvelle. Ça dure 4 pages, il n'y a pas un texte, mais le ressenti il est là, quoi. Et c'est dingue de se dire que dans une BD, on arrive à prendre son temps de raconter quelque chose en 4 pages sur des plans d'une pièce, d'une personne, etc. pour raconter quelque chose, quoi. Ouais, mais alors évidemment, c'est ce qu'on disait avec Greg. Moi, on a fait de l'animé, bon, du cinéma, j'en parle même pas, des séries évidemment. Et je pense qu'on reproduit quand même consciemment on a des codes quand même qui sont assez présents, assez forts et qui ressortent assez naturellement. Mais moi, j'ai une référence qui revient régulièrement, c'est Taiyu Matsumoto, le mangaka, qui n'est pas forcément connu du grand public parce que c'est un genre, c'est un dessin un petit peu assez particulier. C'est Amer Béton, hein, c'est Voilà, ça? bon, Amer Béton, moi, c'est la BD qui m'a appris à faire respirer un récit avec quelques pages qui cadrent sur des oiseaux qui s'envolent ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai toujours en tête dans cette BD parce que tu parlais de chaque séquence, là, de toutes ces séquences. Et en fait, euh, ces séquences, elles sont toujours. Je prends un bout de la séquence, mais soit je rattrape l'action en plein milieu de la séquence, soit la séquence ne se termine pas. En fait, c'est que des. Je laisse au lecteur le soin dans sa tête de terminer la séquence comme il l'entend ou de commencer la séquence comme il l'entend. Et puis moi, bah, c'est une façon de gagner du temps et d'avancer sur l'histoire, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un aspect qui m'a beaucoup plu, en fait. C'est pas... Ouais, Au début, ça m'a beaucoup décontenancé dans le premier volume, je te le ouais, cache pas. Et dans le deuxième, j'ai plus compris l'intention ouais, et ça a commencé à me plaire davantage, en fait. Ouais. Et ouais. effectivement. J'ai d'ailleurs je me permets de rebondir là-dessus. J'ai plusieurs. Alors moi, quand je l'ai vu, quand j'ai vu ça en librairie, donc pour ceux qui nous écoutent, la couverture du tome 1, j'ai dit ça, c'est pour moi. Voilà. J'ai Ah, compris. très Bon, bien. outre le fait que j'ai vu ton nom, que je le connaissais, on s'était pas rencontrés à l'époque. Ouais, J'ai compris que c'était marketé pour moi en fait, quasiment. Tu vois, donc je l'ai pris tout de suite et mon libraire m'a dit, alors. À la première lecture, j'ai pas été plus emballé que ça. ouais, Et ensuite, j'ai relu, et en fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire, je pense, c'est que on est beaucoup dans l'action, hein, on est dans vraiment de la démonstration des corps, d'une part de violence, hein, d'un sport très, très violent, la découverte d'un sport, mais il y a quelques petits éléments qui sont assez bien cachés en fait finalement. Ils sont présents, mais en fait si on n'y prend pas garde et qu'on lit de manière un peu fleuve comme ça, on se rend pas compte. Je pense notamment à un personnage proche de l'héroïne. ouais, Euh, on se dit oui, ça raconte peu de choses, mais en fait, on comprend rapidement quand même. Et il y a certains qui ont eu besoin d'une deuxième lecture pour ça. Voilà, c'est ouais. le retour que j'ai eu moi. Ben, je l'ai eu aussi ce retour, hein, pas mal. Ouais. Et alors, d'une, moi je présente le tome un, tu vois, c'est quasiment un tome d'introduction, quoi. Mhm. J'avais besoin de tout ça pour poser mes personnages. Et encore une fois, Glénat a bien trouvé ce truc de l'accroche. Michael Saint-Laville rend hommage au shonen parce que Ouais. c'est sincèrement ça, quoi. Mhm. Et c'est-à-dire que bah, j'en ai tellement lu, j'ai tellement été imprégné de cette culture-là qu'aujourd'hui j'en livre une version, mais qui est revisitée. C'est-à-dire que bah, là, à l'heure où je vous parle, je suis en train de lire
de continuer la série Naruto avec mon fils de 10 ans. Donc, je suis encore dans cette démarche de, bon, ok, des fois, il y a des séquences dans Naruto qui sont interminables, quoi. Ah oui, Et, oui, oui. euh, et du coup, bah, moi, l'idée, c'est justement de réfléchir à ce qui est le plus intéressant dans une séquence et du coup, de charcuter un petit peu et de garder l'essentiel, tu vois, Mhm, mhm, et d'aller vers un rythme encore plus précis, encore plus soigné, tu vois. mhm. Et quant aux réactions, bah ouais, des libraires, moi j'aime bien en fait ça. Comment dire? Il y a toujours ce côté, tu vois, comme la Sioule, tu disais, c'est un sport hyper bourrin. Mhm. De prime abord, il y a cette étiquette un petit peu, ouais, c'est le mec un peu bas du front, un peu mauvais garçon qui fait de la BD. Et puis, en fait, derrière, il y a quand même, tu vois, j'amène quand même un peu de vécu, un peu de relationnel, parce que les thématiques qui sont propres au shonen, je les revisite aussi et j'essaye d'aller beaucoup plus en profondeur. Et évidemment, il faudra du temps pour aller travailler ça. Et Et forcément, on s'en rend pas forcément compte dès le premier tome, c'est ça que je veux dire, quoi. du coup, j'ai une question qui me vient. Ouais, Pour avoir pratiqué un peu les éditeurs de bande dessinée, ouais, est-ce que là, on t'a demandé d'avoir une série en un certain nombre de tomes? Est-ce que ma question, elle est large en fait, hein. Est-ce que ouais. on a d'abord essayé de te faire imposer un format en termes de nombre de pages, ou bien est-ce que directement on a compris que tu allais faire un manga-like, si je peux me permettre? Alors, Euh, moi, ou bien, ou bien, et je vais aller au bout de ma question. Enfin, ouais, pardon. elle est triple ma question, mais Mhm. tu vas me répondre plus largement, je pense. Est-ce que là, tu as tout le temps que tu veux jusqu'à ce que ça marche plus, ou bien est-ce que on t'a obligé à rentrer dans un certain nombre de tomes pour un premier cycle ou une série complète? Alors, non, effectivement, moi, quand j'ai présenté le manga, c'était voilà, comme un manga-like, quoi. C'est-à-dire, Mhm. euh, j'ai présenté, je crois, j'en ai parlé rapidement à mon éditeur, j'ai une trame de 10 tomes, tu vois, qui est écrit. Et D'accord. puis, bah, évidemment, les éditions Glénat, de leur côté, bon, oui, ils ont pris un petit peu les devants, ils prennent leurs précautions, et pour l'instant, j'ai 3 tomes qui sont signés. Donc, évidemment que ça représenterait un espèce de cycle de démarrage, si tu veux. Mhm. Et là-dessus, bah, si succès il y a, si les ventes explosent, enfin, c'est toujours pareil, quoi. Évident, on continuerait bien volontiers la série. Après, voilà, on est au tome 2, il vient de sortir, c'est encore un peu tôt pour dire si je vais m'embarquer sur 10 tomes. Et comme bah, je travaille le tome 3 en ce moment, je suis quand même obligé de cette trame de 10 tomes, de la tordre Ouais. pour terminer un cycle de 3 tomes. Mais ça, c'est un Mhm. travail qui me faisait peur au début. Je leur ai dit Ouais. non, 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 moi, j'ai ma trame de 10 tomes, si ça marche plus, on arrêtera sur l'histoire comme ça. Et en fait, Mhm. j'ai quand même joué le jeu de façon à ce que, tu vois, ça puisse se terminer en 3 tomes. C'est un exercice qui n'est pas facile, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'informations à boucler, beaucoup de pistes à, tu vois, à terminer à verrouiller si la série s'arrête en 3 tomes. Mhm. Non, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que j'ai orienté l'histoire d'une certaine façon et ça m'a permis voilà, de créer de nouvelles choses. C'est toujours pareil, quoi. Quand on te force à reprendre ton Mhm. scénar, tu découvres de nouvelles choses, quoi. Mhm. Alors du point de vue du lecteur, spectateur que je veux représente, je trouve que c'est super appréciable ce que tu dis parce qu'on voit souvent des séries, notamment sur Netflix, je prends le cas des séries télé, Ouais, qui font une première saison qui est très très ouverte. Et puis ouais, finalement la saison est annulée, donc il n'y aura pas de suite et on reste sur sa fin. Et moi j'ai bah trouvé ça ouais, très frustrant. Et j'ai quelques séries en tête comme ça qui ne fonctionnent pas du tout là-dessus et qui fonctionnent dans cette logique que tu dis en fait de je sais pas, dark, on va dire dark ouais, narratif par rapport à une œuvre ouais. plus longue, il y a le cas de 24 heures chrono qui peut être Mhm, vu en pack de 3 saisons. Et mhm. Dexter aussi, qui marche de la même façon. Et à chaque Ouais, c'est fois, vrai. chaque série peut être prise indépendamment, mais il y a quand même un fil rouge qui fait que sur 3 saisons, on se retrouve avec un arc général. Et en plus, il y a le global, je vais dire, de la série entière. Et du coup, Mhm. bah, moi, en tant que lecteur, d'entendre ça, c'est super rassurant de me dire, ah, ouf, on va pouvoir acheter les 3 tomes tranquillement. Ah ouais, Même s'il n'y a pas un tome 4, au moins on aura déjà une première fin, entre guillemets, quoi.
Et Bah là, oui. c'est un vrai souffle de soulagement, hein. Moi, combien de fois j'entends ma femme qui me dit je commence plus de Eh BD, de ouais. shoujo, elle lit pas mal de shoujo, parce qu'elle se dit ah ben, j'ai acheté les 5 premiers tomes, et puis finalement, la série est annulée, il n'y a pas de sixième tome, et voilà quoi. Ah ouais, c'est un classique. Et moi, j'y vois souvent un problème d'ego, quoi. Tu vois, et moi-même, hein, j'aurais aimé euh, tenir ma barque et puis dire non, non, c'est comme ça que ça marche parce que je veux que mon histoire existe en 10 tomes ou elle n'existe pas. Mais après, tu vois, quand tu rencontres le public, quand tu te dis, ah, il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui n'apprécient pas forcément, il y a des gens qui voient les choses différemment, bah, c'est important de savoir raccourcir, de savoir résumer. Enfin, tu vois, c'est toute la différence entre les séries télé et les films au cinéma, quoi. C'est quand on donne budget limité puis timing limité, bah, des fois on se perd, quoi, tout Mm. bêtement. Donc bon, Euh, après on verra. on est aussi dans Ouais, une différence. Finalement, là, t'es pas dans le manga fleuve avec un chapitre par semaine. Il n'y a pas de prépublication. non, C'est vrai que l'édition japonaise et le shonen classique, on est dans une autre démarche, c'est-à-dire qu'on marche au succès et il y a la prépublication qui est l'indicateur de oui, ça. ouais, Donc effectivement, je comprends aussi que, enfin, je suis partagé moi sur cette question-là. Je me dis depuis le temps qu'il y a tellement d'amateurs de manga, comment se fait-il qu'on n'ait pas aussi réussi à mettre un peu ça en place? ouais. Tu vois, pourquoi pas vraiment se lancer Mais dans ta publication fleuve? ouais. Vas-y. Bah, Non, non, mais parce que déjà, enfin, je suis plutôt d'accord avec toi, mais je pense aussi que, tu vois, on jouit quand même d'une belle liberté, tu vois, en tant qu'auteur. mm, Moi, ils m'ont pas forcé, par exemple, les éditions Glénat, à rentrer dans les codes du manga. Ils m'ont pas forcé à tenir un certain rythme parce que, ben, ils sont conscients, je pense, que l'auteur n'est pas une machine. mhm, Et là où, tu vois, je vous parlais de Naruto, moi, mon gamin, je lui dis, mais tu lis les entrechapitres de Naruto, là où l'auteur raconte sa vie de mangaka en plein essor, tu vois, c'est mm. une horreur, cette vie, quoi. Je lui dis, Ouais. mais j'ai jamais t'as envie de devenir mangaka quand tu lis les détails de sa vie de dessinateur, quoi. Et quand je compare avec ma propre vie, tu vois, je me dis, bon, bah, ouais, j'ai pas la puissance de frappe d'un mangaka japonais. Mon éditeur, il est là, il me soutient. Mais tu vois, il accepte aussi que j'ai besoin de temps pour développer des choses qui vont exactement dans l'état d'esprit de la BD française. Tu vois, on se raconte différemment, on prend des risques. Tu vois, c'est peut-être des poncifs un petit peu, mais je mets bien en opposition le manga qui est très formaté, les auteurs qui ont une voie toute tracée et Mm, qui ne doivent pas en sortir. Et mhm. chez nous, à l'inverse, bah, on a beaucoup de liberté et on peut se perdre, effectivement, aussi là-dedans. Ouais, je comprends. Mais en fait, ce que tu essaies de dire, c'est que finalement, avoir un cadre, ça aide, mais il faut pas qu'il soit trop restrictif non plus, en fait. Voilà, il faut qu'il soit bien Ouais, dosé, parce que s'il n'y a pas de cadre, du coup, bah, tu peux te perdre, comme tu dis, et s'il y a un cadre trop précis, bah, là, il y a une pression qui est tellement forte que ça dénature l'œuvre d'une autre façon, en fait. Mm, ah oui, et puis enfin, on a tous lu des séries où on voit clairement que l'auteur, il n'en peut plus de dessiner sa vingtaine de personnages qu'il a mis en place depuis le début. On sent bien il y a des événements qui ont été dictés par un éditeur derrière et Oui, oui. qui sont pas forcément du Oui, ressort de l'auteur lui-même. ou Et des histoires qui traînent sur la longueur et qui d'un seul voilà, coup se terminent voilà. sans fin ou de façon très très Et abrupte. ouais, C'est très frustrant, ouais. et j'ai Alors, ouais. Et l'impression puis que tu après, parles de tu vois, Dragon Quest, Aurélien. non, oh purée. alors, non, mais tu vois, voilà, exactement. Et comme la série est quand même successful, tu vois, et Mhm, ben du coup, on a après des générations de lecteurs qui nous disent, mais non, mais vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas dire du mal de ce genre de série, c'est énorme, c'est des millions de ventes, tu vois. Alors qu'en fait, mhm, concrètement, il y a beaucoup de faiblesses, tu vois. Ouais. Mais après, enfin, je me pose pas en Oui, parce que supérieur, tu vois. ce sont des séries qui ont une seconde vie avec l'animation, etc. Au Japon, donc Voilà, c'est encore mhm. différent, ouais. voilà. Mais loin de moi l'envie de juger, hein. Moi, je suis tout seul sur mon bouquin et je sais que tout seul pour répondre à toutes les questions de scénar, esthétique et tout,
bah, il y a des choix à faire et des fois, bah, je fais pas les bons choix, quoi. Alors j'avais Non, une mais autre ce que je trouve. question. Ah Ah, pardon, pardon, vas-y Greg. Non, vas-y Greg. pour conclure sur ce point-là, et je te laisserai poser ta question après, je crois que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, on a tendance, et même moi, finalement, quand je l'ai évoqué tout à l'heure, à peut-être un peu idolâtrer le manga et le principe du manga japonais. Moi, c'est pas tant là-dessus que je me posais la question, c'est parce que souvent, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'éditeurs français qui comprennent pas pourquoi le manga ça cartonne et qui se demandent pourquoi la BD marche pas autant. Et je pense que ça vient quand même du côté feuilletonnant, fleuve. Les gens aiment bien collectionner, voilà. Maintenant, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, et quelque part, on tournait un peu autour de ce sujet-là aussi quand on s'est vu à Oui, Lyon, à la, comment dire, à oui, la à Lyon BD masterclass qu'on a Festival. fait au Lyon BD Festival. Euh, ce que tu as l'air de dire et ce que je trouve primordial, c'est que ce mode de publication-là te permet d'avoir une vie normale. Et ça, je crois que Oui, je crois que c'est quand même super intéressant. exactement. Là où on peut le dire, on voit moi je pense notamment à l'auteur de Hunter x Hunter, et pardon, je me rappelle plus son nom, je l'ai mangé là. Togashi, Oui. qu'on voit se transformer en Locke. Il devient un blob au fur et à mesure de ses préfaces, Ouais, et puis il a été malade des années, hein, donc, ouais, ouais. voilà. Voilà Ouais, ma conclusion, pardon, sur ce sujet-là. mais c'est exactement ça. Et, et pour autant, ce sont des œuvres, certaines des œuvres magistrales, quoi. Je pense à Bien sûr. Berserk, c'est. Mhm, Je ne pose pas la question que j'avais posée, mais je rebondis sur ce que tu dis, Greg. Tu parlais d'Hunter x Hunter, et c'est une réflexion que je me suis fait justement en lisant Banana Soul. mhm. Au début, j'ai eu une certaine crainte parce que, alors, faut savoir que c'est Greg qui m'a offert la BD. Et moi, c'est pas forcément mon type de lecture, le sport, etc. Même dans la vie de tous les jours, le sport, c'est pas mon truc. Euh, et, euh, et quand, et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, oh, j'espère qu'on va pas rentrer dans du Inter Center avec un sport qui a des règles Ouais. imbitables, incompréhensibles, Mais ouais. etc. Et que finalement, le coup du il n'y a pas de règles, c'est juste du pipeau pour faire genre, voilà, pour montrer les muscles. Et en fait, non, il n'y a pas de règles. Il n'y a vraiment Non. pas de règles et c'est très appréciable, j'ai trouvé. Mais ouais, mais c'est un prétexte. Justement, ce sport qui, au passage, existait, hein. C'était une discipline médiévale, tout, qui permettait un peu de résoudre les conflits entre les villages, tu vois. Avec une panse de chèvre, c'est ça Exactement, mais tu vois, c'est un peu comme l'équivalent de ce sport-là en Afghanistan où, je sais pas, il y a deux piquets d'un côté et de l'autre et puis ils jouent avec une chèvre morte, là, ou un truc comme ça. Ouais, Déjà, Et d'accord. je n'en t'es- avais jamais entendu parler avant ça. ouais, ben en gros, mais c'est justement, moi, ça me fascine parce que quand j'étais gamin, j'y jouais à ce truc et tout ça a été, j'ai fantasmé tout ça pendant des années et puis évidemment, sont passés par la Gun, Cobra, et, Ce que j'allais dire, moi, voilà, j'ai oh, constamment pensé au Rug Ball dans mais bien Cobra, sûr. là, pour le coup, hein. Ou des films, hein, Rollerball ou Running Man. Enfin, tu vois, si tu veux, on te construit un univers dans lequel tu as une bulle, ou même plus récemment Hunger Games. Tu as Mhm. une bulle où tout est permis, quoi. Moi, ça me rend fou, ce genre d'univers. Et du coup, bah voilà. Après, voilà, l'univers, je le présente tel quel, simplement, c'est une vitrine. C'est une vitrine un peu aguicheuse, tu vois. Et là-dedans, par contre, je m'amuse avec mes personnages, mais je les construis, tu vois. Oui, tout à fait. Et du Là, coup, tu as répondu à la question que j'allais poser, c'est pourquoi une BD sur le sport et pourquoi ce sport en fait? Et aussi, et du coup, quelles sont tes références si tu en as, que ce soit en BD occidentale ou bien en manga? alors, je vais te renvoyer encore une fois à Taiyo Matsumoto qui a dessiné Ping Pong. Oui, Moi, qui pour moi, pareil, encore une référence. Moi, pendant longtemps, j'ai tardé à me mettre à cette BD parce que franchement, tu sais, BD sur le ping pong, je là, mais enfin, tu vois, c'est pas sexy. Et pourtant, dès que tu rentres dedans, t'es happé par les personnages. Les relations de force entre les personnages, elles sont travaillées avec autant d'intensité que si tu étais agile. Enfin, on avait parlé de sport mécanique ou de trucs ultra violents, tu vois. Et moi, je trouve ça fascinant au travers d'une discipline, de raconter des personnages forts, en fait. Donc, c'est pour ça que je parle mhm. de vitrine, quoi. La Sioule, c'est vraiment pour attirer les petits gamins qui ont envie de voir des gamins et gamines se mettre sur la tronche. Mais simplement,
pas m'arrêter à ça, quoi. Tu vois. Hmm. Derrière, on va plus en profondeur et on va vers des D'une choses un petit peu dissimulées, quoi. d'une certaine façon, et il y a Cowboy Étoile en commentaire qui nous dit bonjour, je vous souhaite une bonne année. Salut Cowboy Étoile et très Meilleurs content de vœux te à toi retrouver aussi, Cowboy Étoile. cette année. Hello. J'ai ressenti, moi, sur le choix de la Sioule, parce que, mine de rien, je trouve que comment dire, du point de vue du marketing, je trouve que c'est pas simple, parce que les gens, quand ils m'en parlent, les quelques-uns que je connais, on en parlait aussi récemment avec Saïd Sassine qui me disait mais si tu sais banana machin. Tu vois, je trouve que le sioule c'est pas facile, finalement c'est un mot qu'on connaît pas, mais en même temps ce que j'apprécie moi c'est que tu nous as pas fait un manga sportif sur le foot ou sur tu vois, t'es allé vers quelque chose de nouveau. Et je parle de nouveau au sens mondial du terme. Je crois pas qu'il y ait un truc sur le sioule qui ait déjà été fait. Et d'un autre côté, je suis même pas sûr qu'il y ait une BD sportive, enfin on va dire un manga-like sportif qui a été fait en France encore, si je me trompe pas. Non, je ne suis pas au courant. Je me suis pas vraiment posé cette question. Mhm, Simplement, ça vient, comme je vous disais en amorce, c'est que ça vient un peu de mon vécu à moi. mhm, Et tu vois, si j'avais pratiqué le basketball, je pense que je serais parti sur le basketball. Mais encore une fois, de façon avec beaucoup de distance, tu vois. mhm, Tu vois, récemment, j'ai commencé High Shield 21 là, de Murata, c'est ça? Le mec de One Punch Man, là. Et on te raconte du football américain, mais de façon très technique, tu vois, avec des schémas, tout ça, les mhm, règles, tout ça. Et tout de suite, j'ai décroché de l'histoire parce que c'était vraiment trop axé football américain. Alors que je pense que quand tu vois, enfin, c'est ce que j'avais envie de présenter à des lecteurs, c'est un univers où on se prend pas trop la tête, tu vois. mhm, On se prend pas trop la tête avec les règles, et simplement, on se prend vraiment la tête sur, tu vois, comment raconter une gamine dans un univers un peu macho, tu vois. mhm, Enfin, aujourd'hui, plus que jamais, c'est des thématiques qui sont importantes, tu vois, mhm, euh, mhm, à, à dessiner, à représenter. Moi, je suis dans une perpétuelle remise en question par rapport à toutes ces thématiques, l'enfance, l'adolescence, tout ça, et c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai mis un point d'honneur à bosser, quoi. Ouais, c'est l'anti-slam dunk, c'est-à-dire que slam dunk, il va au basket sous prétexte de vouloir plaire à une fille, et du coup, le manga n'est plus qu'un manga sur le basket. Toi, c'est l'inverse, toi. En fait, tu parles du sioul et tu vas nous amener autre part, si j'ai bien compris. Pas forcément sans trop t'en détacher, mais voilà. Ah, exactement, on va rester dans la Sioule, mais simplement, voilà, ce qui m'intéresse maintenant que l'univers est posé, c'est les personnages principaux. Je ne spoil pas en disant ça, mais moi, je veux travailler sur les rapports d'amitié. C'est bête, hein, dit comme ça fait un peu cucu, mais c'est quelque chose qui Mais moi, est. j'ai été vraiment surpris de ce volume 2, surtout comme tu parles des rapports d'amitié, des rapports entre les personnages. J'ai été surpris des rebondissements, de l'évolution des relations humaines, on va l'appeler comme ça. Ouais, ouais, Je m'y attendais pas du tout. Et au contraire, tu vois, j'étais parti, je me suis dit, on va partir sur le truc classique où ils vont bah monter oui. en ligue, etc. Et non, en fait, tu nous emmènes autre part. Je veux pas en dire plus, je l'ai déjà beaucoup trop dit, mais voilà, enfin, il faut le lire, quoi. Et Ouais, tout en gardant des ouais. classiques avec le rival qui Oui, mais arrive, Ouais, tout ça, il garde les l'entraîneur. classiques et en même temps, à chaque fois, il Ouais. abouchoute de sa patte et il casse le truc en disant, non, moi, je raconte autre chose. bah, il y a une trame classique, et puis il y a au début un délire dans ma tête, tu vois, je me dis, je vais un peu tordre les codes du shonen, enfin du neketsu exactement, tu vois. Ça commence par, bah tiens, et si on mettait une fille dans un neketsu, tu vois. Et Mhm, puis après, ça va vers, ok, elle va à l'école, mais à l'école, d'habitude, ça se passerait comme ça. mhm, Moi, je vais orienter la chose un petit peu différemment, tu vois. Et encore une fois, ça n'a rien tu vois, de prétentieux, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais tu snobs un peu le manga en faisant ça, mais non, pas du tout, quoi. C'est simplement ma version de franchouillard, et qui colle exactement, pour le coup, presque à mon vécu à moi, mais de façon
de façon Je, maquillée. je vais rebondir sur ce mot franchouillard que tu emploies parce que je trouve très, très approprié, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Ouais, Cowboy Étoile nous dit enfin un manga de sport qui ne parle pas de foot. Cool, je vais voir ma boutique préférée. Je t'invite, Cowboy Étoile, effectivement, à y aller, à offrir ce livre aussi, parce que je l'ai fait moi aussi, je l'ai offert à d'autres. Parce qu'on est vraiment dans quelque chose de complètement inédit. Et dans son approche aussi, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, il y a le meilleur du Neketsu, le meilleur du découpage, et en plus, il y a un côté, et c'était déjà le cas dans la semaine avec les espèces de frères Bogdanov qui se battaient, là on a Léon Zitrone, ce que j'ai oh, interprété comme Léon Zitrone, le commentateur. ouais, C'est Il quand même l'appelle très Léon empreint. d'ailleurs, je crois, dans le. ouais, Il ouais, Ah s'appelle peut-être, Léon, oui, tu vois, oui. d'accord. ouais, Il a un beau camion aussi. Et, et, et donc, on a, voilà, comme tu dis, hein, tu parles de la Bretagne, ça pourrait complètement se passer en Bretagne, c'est indéfini, je crois, hein, l'endroit où ça se oui, passe. oui, Et en même temps, il y a cette école complètement lunaire, avec un grand S comme ça, en forme de piste. Enfin, voilà, ouais. moi je trouve qu'il y a des, il y a des, on sent un joli melting pot de, de, de culture, quoi. Ouais, c'est Ouais, vraiment le meilleur des deux mondes. ben, qui est tu vois, c'est le mélange de toutes mes influences, en fait. Autant franco-belge, mes vacances d'enfance, que Miami Vice et K2000, tu vois, avec le côté Venice Beach, l'école de Sioule, c'est Venice Beach, tu vois, c'est hyper américain, esthétiquement parlant, avec les palmiers, le soleil. Et puis, bon, on se pose pas vraiment de questions, quoi. Elle Mhm. vient, elle est passée de Cherbourg à Cannes, tu vois. Euh, simplement, Il y a, faire il y un a, petit peu changer, quoi. il y a Sony aussi qui a une armure qui nous Ah, rappelle des choses, hein, je sais pas si on le voit là comme ça. Et en même temps, le casque qui rappelle un peu Gatchaman aussi, ou des choses comme ça. et puis tu vois, Euh, même va plus haut, le casque du méchant en haut, je sais pas si oui, t'as la ref, mais voilà, on est dans hop. Supercopter, quoi. Oui, oui, Voilà. oui, tout à fait. Et après, je veux pas, tu vois, il y a plein de petites rêves comme ça, mais encore une fois, c'est marrant, ça Oui. peut parler à des gens, mais c'est pas Ah non, l'idée, c'est pas. Non, c'est pas c'est le des cœur clins du d'œil. projet. Non, 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 évidemment. non, non. Mais Et si vous n'avez pas 40 ans, il y a des références que vous n'aurez pas d'ailleurs. oui, non, mais tu vois, même tu parlais de Léon Zitrone. Aujourd'hui, qui connaît Léon Zitrone, quoi? Moi, ce Eh qui oui. m'intéressait, c'est justement en me servant de Léon Zitrone pour travailler ce présentateur sportif, j'étais assuré qu'un public un peu jeune ne verrait pas la ref, tu vois. Et justement, moi, j'ai pas envie qu'on se dise, ah putain, il a dessiné, je sais pas qui sont les présentateurs actuels, tu vois, mais j'ai pas envie de faire ce lien-là avec une actualité Oui, oui, récente. c'est juste un clin d'œil, effectivement. Ouais. Voilà, c'est des petits clins d'œil, c'est des gueules sympas. Après, il y a une question qui me vient, moi, un petit peu. Moi, je suis lecteur de manga, je suis très habitué au noir et blanc. Ouais. Là, t'es pas dans, encore une fois, tu es dans des niveaux de gris et t'es pas dans une approche de trame, parce que les niveaux de gris en trame permettent d'imprimer finalement avec que du noir. Hmm. Donc, je sais pas comment c'est imprimé, si c'est de la quadrille ou si c'est juste Non, euh, non, c'est du du, niveau de gris, hein. c'est Il n'y du a pas niveau de de. gris. Ouais, ouais. D'accord. Euh, Mais du coup, compte tenu de ta technicité, moi je regarde en plus, je regarde ton Instagram assez souvent, hmm. je suis très client. Euh, est-ce que, est-ce que, on s- enfin, mon père il est collectionneur de BD et lui il aime pas le noir et blanc, Ouais. il aime pas. Je suppose qu'il doit pas être le seul. Je pense quand même qu'il y en a qui sont attachés à la couleur. Hmm. Quand je vois un peu les visuels, les couvertures, les projets de couverture que tu avais fait pour Banana Soul, le fait que ce soit de l'aplat, malgré tout, que tu maîtrises Ouais. l'aplat pour faire les avant-plans, arrière-plans, Ouais. et puis il y avait dans Last Man aussi, il y avait des planches en couleur, si je me rappelle Oui, bien, de oui, temps en temps. quelques cahiers en couleur au début. Au fond, est-ce qu'on pourrait, enfin, il y a peut-être le prix du livre qui rentrera en ligne de compte, mais finalement, est-ce que ne pas le faire en couleur, Banana Soul, c'est pas aussi se priver un peu d'une partie du public? Après, bah, justement, comme tu l'as dit, moi, j'aime le noir et blanc.
Mhm. Et qui plus est, voilà, sort fort de l'expérience Last Man où on s'est rendu compte qu'avec 3 niveaux de gris, on pouvait raconter tout, toutes les ambiances, de nuit, de jour, tu vois. Et me retrouvant seul sur un récit comme ça, fleuve, qui allait partir sur un long terme, je me suis simplement pas vraiment posé la question, quoi. Tu vois, me partir sur la couleur, ça aurait été prendre encore plus de temps, tu vois. Et puis, encore une fois, la couleur pour moi, c'est un outil. Je ne suis pas peintre de formation, tu vois. Comme je te disais, je suis capable d'aller, je suis capable de me servir de la couleur pour supporter mon projet, mais très vite, j'atteins mes limites. Je peux pas, j'ai jamais utilisé des logiciels où tu as des painters et compagnie avec des tas d'effets. Aujourd'hui, dans ma vie personnelle, à côté, je commence à reprendre la couleur, les techniques plastiques que j'avais lâchées depuis pas mal de temps. Mais quand je raconte, tu vois, je privilégie la narration, les poses des personnages, les regards, les rapports. Et m'embarquer dans la couleur, ça aurait été me priver peut-être de pas mal de détails, de finesse au niveau du dessin et de la ligne, quoi. Après, voilà, les éditions Glénat ont mon éditeur Robin Joly, je salue le Mhm. passage, a accepté le projet tel que je lui présentais. Donc c'est super, c'est inespéré, c'est rare même. Et moi, ma dernière question, elle rebondit sur ce que tu viens de dire, enfin en tout cas sur l'évocation de l'éditeur. Ça a été simple à vendre comme projet. Coucou, je veux faire une BD sur un sport violent. Écoute, oui, ça n'a pas été. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que comme Last Man a bien marché, moi, je suis arrivé un petit peu sur cette vague avec une histoire que je présente sur un format quasiment identique, avec esthétiquement, on s'en écarte, hein, on s'en écarte quand même un peu. La graisse de la ligne est plus forte, il y a des onomatopées, il y a quand même, je retrouve des codes propres au manga avec les speedlines, pas mal de petites choses, mais on est quand même dans un produit, tu vois, tu peux mettre une jaquette Last Man sur un Banana Soul, quoi. C'est le même format, ça a la même gueule, et du coup, il y a quand même une espèce de continuité. Et l'éditeur, je pense il a été rassuré dans ce sens-là, quoi. D'accord. Et puisqu'on parle de Last Man et qui n'a pas été adapté en animé, qui a eu des spin-offs en animé, donc c'est pas tout à fait Ouais, ouais, pareil. Et en même temps, spin-offs qui sont sortis entre deux tomes et qui racontaient quelque chose par rapport à des ouais. révélations des tomes d'après. J'ai trouvé ça super, le côté transmédia. Est-ce que, moi j'imaginerais tellement Banana Soul en animé par exemple, est-ce que toi tu l'as pensé un peu comme ça et est-ce que si ça marchait, ça te paraîtrait envisageable? Est-ce que c'est dans ta tête en tout cas une adaptation ou de la même manière un transmédia animé? Bah, génial. Après, moi, je raconte mon histoire. Aujourd'hui, comme je vous disais quand je me présentais, je suis auteur de BD. J'ai quitté le monde de l'anime pour des raisons assez bien précises, hein, parce que j'avais un peu fait le tour des studios, de la façon de faire en France, et puis j'ai vraiment envie de retourner à mes amours premiers, enfin la BD en l'occurrence. Et en revanche, effectivement, venant de l'anime, avec tout ce que j'y ai utilisé et appris, je pense que c'est une histoire qui pourrait facilement trouver sa place sur écran. Ce Mhm. serait génial, évidemment. Après, voilà, sur Last Man, il y avait eu des choses, comme tu disais, des spin-offs, des préquels, une façon d'aborder l'univers tu vois, de différents points de vue, différents horizons. Moi, ça m'intéresserait vraiment pour le coup de travailler l'adaptation fidèle Mhm. là-dessus. Mais bon, là, on Ouais. en est. Là, pour l'instant, j'ai un tome 3 à finir. Eh oui, bien sûr. Bien sûr. Donc tu nous On disais verra. en off, tu nous disais que le tome 3, la sortie était envisagée à quel moment? Pour l'instant, la sortie, elle est prévue pour la rentrée 2023, Mhm. si je travaille vite. Non, dans la réalité, il y aura forcément peut-être un petit peu de retard. Mais bon,
En tout Je suis tout cas, seul. vous l'aurez compris, c'est une BD qu'on vous recommande chaleureusement, moi et Greg. Voilà, qu'il faut prendre déjà, je pense, dans son ensemble avec les deux premiers volumes. Si vous arrêtez au premier volume, comme l'a dit Michael au début, c'est vraiment un volume d'introduction à l'univers, aux personnages. Donc il faut pas s'arrêter à ça, il faut aller jusqu'au bout du deuxième. Et enfin voilà, en ce qui me concerne, je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. Moi, c'est ça, je m'adresse à la catégorie de gens qui m'ont parlé quand j'étais plus ado de Cobra et qui disaient ah, les épisodes sur le Rock Ball, je les ai enregistrés quand ils sont passés sur Canal+, je les ai toujours, je les regarde en boucle. Voilà, là, on est parfaitement dans le sport inventé qui fait référence, ça reste un sport de balle. On se dirait, tantôt ça a l'air d'être du volley, tantôt ça a l'air d'être du rugby. Voilà, on est dans le sport inventé qui fait référence à plein de choses et en même temps, on est dans des personnages caractérisés. Il y a quelque part, il y a déjà un lore de personnages avec les amis d'Elena. On n'a même pas nommé les personnages du coup. Il y a un rival qui fait son apparition, donc Sony dans le tome 2. Ça raconte des choses. Moi, je trouve que c'est. Enfin, tu sais pour ça que je t'ai invité, Michael. Moi, je suis complètement fan de ton travail et je trouve que voilà, c'est admirable et que pour moi, tu fais le. T'arrives à monter une mayonnaise de toutes tes influences. J'ai fait une BD qui s'appelle BD versus manga en disant, en prenant pour appui, une expo, pardon, BD versus manga, en prenant pour appui le fait que ce serait irréconciliable, la BD et le manga. Et pour moi, tu es l'incarnation parfaite que tout existe et tout coexiste. Donc bravo pour ça. Et en plus, donc, comme je le disais en préambule, je suis aussi caricaturiste. Ah oui, Moi, eh je oui. ne peux pas m'empêcher de remarquer avec quel brio tu caricatures. C'est du dessin de presse, quoi, hein, tes caricatures sur ton Instagram. Donc je vous Ah oui. renvoie à l'Instagram de Michael pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc bravo. Et puis voilà, moi j'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir à la fin du tome 6 que en Ah, fait le Sioule a été inventé il y a une centaine d'années pour combattre une menace extraterrestre qui va arriver. Voilà. merde, t'as lu Super, mon Je... scénar. spoiler! Non mais voilà, on sent tout le potentiel. Enfin, en tout cas, personnellement, Ouais. je sens tout le potentiel de cette série. Et j'ai hâte voilà, j'ai hâte de la voir en dessin animé et de la montrer à mes enfants. Voilà, et en tant que lecteur, je te remercie à nouveau d'avoir fait l'effort de te dire que, voilà, dès le tome 3, il y aura une Ah bah petite c'est fin, on va le dire important. comme ça, et je pense Ouais, que c'est important. c'est appréciable, voilà. Voilà, ouais, non, c'était important pour moi. Et à moi de vous remercier, hein, les gars. C'est énorme. Aujourd'hui, là, il y a tellement de BD qui sortent que une petite promo comme ça, Mhm. ça se refuse pas. C'est hyper cool. Ce format Twitch, là, c'est trop bien. Bah Donc, écoute, merci nous beaucoup. Ça on nous est a Merci fait très beaucoup. plaisir de te pour recevoir, en tout cas. pour le moment on n'est pas beaucoup vu, on commence un petit peu, mais si de ton côté tu veux partager et puis voir Glénat, pourquoi pas partager l'émission, ce sera Ah avec bah, grand plaisir. évidemment, ouais, elle va circuler, je pense. Ouais. Mhm. Et on en profite sans transition pour passer aux recommandations de la semaine, parce qu'on les fait Ah, quand même dans cette émission. Alors, Honneur à votre l'invité, recommandation. Michael, as-tu un film, une série, une BD, un manga à nous recommander pour les ah personnes qui nous ouais, écoutent? ouais, parce on a parlé là j'ai fait beaucoup de références japonaises à plein de mangas. On en parlait encore, un Cobra, tout ça. Et là, tu vois, on a parlé de caricature, on a parlé un petit peu de l'aspect franchouillard de la BD. Et moi, enfin, j'ai envie de vous parler d'un film italien. Euh, Évidemment que c'est un classique de l'outrance qui s'appelle La Grande Bouffe, réalisé par Marco Ferreri en 1973. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais pour moi, c'est un petit bijou de scénaristique. C'est quelque chose qui met très mal à l'aise. C'est un film qui arrive à la fin d'une époque où on s'était permis tant de choses dans le cinéma italien. Il y a notamment Marcello Mastroianni. Et donc, c'est important pour moi qui fait du manga, qui parle beaucoup de manga. Et je participe à énormément de conventions, de festivals avec des jeunes, tu vois. C'est important pour moi de rappeler que autant j'ai une beaucoup de références manga et je m'y réfère très souvent, mais il y a aussi derrière
des références cinématographiques qui m'ont marqué, quoi. Et ce film en particulier, que j'aurais certainement pas dû voir à l'âge auquel je l'ai vu. Et ça raconte quoi dans les grandes lignes? Alors, c'est une histoire de, de quelques amis qui se réunissent dans une maison isolée dans Paris pour euh, mettre fin à leur jour d'une façon un petit peu originale. Voilà. Donc, ça ne fait pas rêver dit comme ça, mais il faut voir ce film parce que c'est que des acteurs de renom. Ouais, Alors Bref, j'imagine. voilà. de mon côté, du coup, j'ai fait mes recherches pendant que tu en parlais. La Grande Bouffe est en location sur le site La Cinétech. Voilà, pour ceux qui voudraient suivre cette recommandation. Voilà. Et puis ça, c'est intéressant parce que ça fait réfléchir sur la façon de filmer certaines choses qu'on ne pourrait plus trop faire aujourd'hui. Donc voilà, faut Ouais, prendre ça avec des dans les années pincettes. 70, Voilà, effectivement, il y avait une façon, une approche du cinéma qui était faut prendre ça avec complètement des pincettes, débridée. avec du recul, avec Oui. beaucoup de recul, mais apprécier le jeu de rôle des acteurs. Voilà. Eh bien, merci. On va vous mettre le lien dans la description. Et toi, Greg Dyser, quelle est ta recommandation cette semaine? Alors, ma recommandation, je ne trouve pas le tome 3, je ne sais pas où je l'ai planqué, ça a dû être emprunté par quelqu'un de ma famille. J'ai rencontré en dédicace, et je suis très heureux de l'avoir rencontré, Delep, l'auteur de Ah, très bien. Château des animaux. Voilà. Non, Euh, voilà, oui, très très fort. Je sais, tu l'as eu comme élève ou pas, non, Michael? Non? il est sorti avant, mais D'accord. j'ai eu la chance de le rencontrer aussi. Ouais. Donc c'est là on a un virtuose hein, au pinceau. Bon, quand je suis allé le voir en dédicace, je m'attendais à voir un daron et j'ai rencontré un, un mec avec un talent de fou et une humilité Ouais. alors qu'il développe un savoir-faire graphique. Enfin c'est magnifique avec Xavier d'Horizon au scénario. Hop, j'essaye de vous montrer un petit peu dans ma petite fenêtre. Voilà. Donc, pour moi, on a la virtuosité d'un, comment, ah, pardon, j'ai mangé son nom, donc les animaux vraiment aussi bien dessinés que dans Black Sad, et en même temps hyper personnifiés. Voilà, et l'histoire est super intéressante aussi et très bien rendue. Et puis il y a un climat aussi, ça a beau être dans un poulailler, on est quand même hyper attaché aux personnages, on a hyper peur pour eux. Donc voilà, Le Château des Animaux, il y a déjà 3 tomes chez Casterman, je crois que ça se termine Ouais. en 4, si je me rappelle bien. Voilà, hâte de voir la suite. Très bien. En ce qui me concerne, ce sera une recommandation à l'étranger, en Corée plus précisément. Ce sera un drama, donc une série télé coréenne, sortie en 2016, pardon, que tous les amateurs de K-drama connaissent ou se doivent de connaître. Ça s'appelle Gobelin. Je l'ai commencé là au début d'année avec mon épouse qui me disait depuis des mois, mais faut que tu regardes, c'est vraiment la série culte coréenne. Donc moi j'y suis allé un petit peu quand même un peu à reculons au début, j'avoue, hein, on va pas se mentir. Mais alors effectivement, c'est du très haut niveau. Je pense que si vous devez regarder qu'une seule série de coréenne dans votre vie, c'est celle-là, Gobelin. J'ai du mal à raconter l'intrigue sans trop divulgacher, mais en fait, il y a quelqu'un qui sert un seigneur, voilà, un grand général qui sert un seigneur, le seigneur voyant d'un mauvais œil qu'il revienne toujours victorieux de mission et qu'il soit surnommé Dieu, le fait tuer en fait. Voilà. Et du coup, il déclenche une malédiction et cette personne revient à la vie et alors on la retrouve donc de nos jours, 900 ans plus tard, avec cette malédiction. Donc il est devenu un gobelin, un être magique avec des pouvoirs qui peut influencer, enfin qui influence la vie des gens parce que il arrive à voir leur futur. Donc il leur dit si tu fais ça, tu auras ça, etc. Et donc il arrive à la fois à influencer positivement ou négativement s'il juge que la personne en est pas digne. Et il va tomber sur une personne, en fait, qui a des pouvoirs. Je ne vous dis pas pourquoi elle a des pouvoirs, et qui voit les fantômes, et qui voit, en fait, qui découvre. Il comprend pas pourquoi elle a ces pouvoirs-là. Et ça va être expliqué dans la série. Donc il y a une histoire d'amour qui va arriver entre les deux. Et c'est pas seulement une romance,
parce qu'à côté de ça, il y a tout un panel de personnages. Le gobelin est ami avec une faucheuse, donc avec la mort, avec qui il vit en colocation. Il y a une bromance entre les deux qui est formidable. Et moi, j'en suis quoi au 10e épisode. Il y a 16 épisodes et je les dévore c'est tous les soirs depuis 10 jours et je ne m'en lance pas. Voilà, je vous mettrai le lien dans la D'accord. description. Et c'est visible où alors, C'est Pierre? visible malheureusement que sur Viki. C'est une Ah, plateforme de streaming de Rakuten, donc ceux qui anciennement Price Minister, voilà. Mais si ça arrive sur Netflix ou autre, je vous recommande chaudement. Voilà, voilà, voilà. Merci. Trop bien. En tout cas, yep. bah, merci à vous deux pour cette émission, pour Merci ce à vous, les gars. 56e épisode du Café Multiverse. Merci Voilà. Michael d'avoir répondu à l'invitation. On est Merci. très honoré de te recevoir. Et aux gens de nous Et, avoir écoutés. et Merci. Voilà. puis maintenant que tu fais partie de la galaxie Café Multiverse, on espère aussi t'avoir en invité pour parler d'une autre œuvre, pourquoi pas. Ah, mais avec grand plaisir. Je serai Effectivement, en tant toujours là. qu'invité pour parler d'une série ou d'un film, ce sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera parmi nous. Voilà, voilà. Ah bah, avec plaisir. Comptez sur moi. Merci. En ce qui nous concerne, ben, on vous dit à la semaine prochaine et On est portez-vous libre la bien. semaine prochaine? On n'est Allez. pas libre la semaine prochaine, c'est pas encore les vacances, monsieur Greg. Et donc Putain. à dimanche prochain pour pas un, mais deux Deux cafés numéros? Yes. multiverse. Ciao, Ok. ciao. Merci Cowboy Étoile Merci d'avoir Cowboy été avec Étoile. nous. Voilà, merci Salut. Mickaël. À Salut tout le monde. bientôt. Salut, salut. Salut.